Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints puisque nous avons décidé de refaire un tour de ceux de nos auditeurs qui vivent à l'étranger et qui nous ont fait profiter de leur point de vue et de leur connaissance sur ce qui se passe dans leur pays, du point de vue de la pandémie, mais aussi d'autres points de vue politiques, économiques, sociaux, culturels, etc. Et c'est à ce titre que je reçois de nouveau, que je devrais dire, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Frédéric Ducarme, qui nous avait, pour beaucoup d'entre nous, je crois, fait découvrir le Vanuatu, d'abord en nous rappelant ou en nous disant où on peut trouver cet archipel, ensuite en nous disant que c'était un archipel, et enfin en nous expliquant tout ce qui s'y passait au tout début de la pandémie. Frédéric Ducarme, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière conversation? Eh bien, ce qui s'est passé, en grande partie, c'est rien, ce qui est déjà quelque chose à notre époque, puisqu'il n'y a toujours pas de cas de Covid au Vanuatu, qui fait donc partie de, je crois qu'il ne reste plus que 7 ou 8 pays qui sont déclarés totalement, pour l'instant, Covid-free, ce qui est très bien pour le pays. Mais évidemment, ça bloque toujours une bonne partie des échanges et notamment le tourisme. Et donc, le pays commence à souffrir de ça et notamment, on a observé une flambée maintenant de l'insécurité, puisque beaucoup de gens ont perdu leur travail. Eh bien, il y a des cambriolages à la place parce qu'il faut bien manger. Donc il y a quand même des effets indirects sur la société de la pandémie mondiale. Le Vanuatu peut-il compter sur des aides? Vous aviez parlé de l'appétit que la Chine pouvait avoir pour le Vanuatu. Est-ce que ça se traduit dans les faits par des soutiens économiques? Je suis pas dans le secret de ce qui se passe au gouvernement, mais j'ai pas l'impression, en tout cas, ils n'ont pas communiqué de manière, spectaculaire à ma connaissance là-dessus. Alors il y a peut-être eu des envois, hein, mais rien qui ait marqué les médias à ma connaissance. Le pays est un ensemble d'îles, mais cependant, ça fait un petit pays. Est-ce que c'est avantageux en ce moment d'être un petit pays? J'imagine que c'est avantageux d'être une île parce que c'est sans doute une des raisons pour lesquelles le Covid n'a pas pénétré au Vanuatu. Et est-ce qu'il y a d'autres avantages? Les avantages généraux à être un pays insulaire, ben, c'est déjà des spécificités qu'on peut voir comme des avantages ou pas. Mais l'isolement, puisque c'est l'étymologie même du mot île, peut avoir des intérêts. Ben, on le voit là vraiment avec la situation sanitaire. Euh, Ça a aussi des intérêts sur le fait qu'on a des frontières qui sont beaucoup plus naturelles, même s'il y a un petit conflit frontalier entre la France et le Vanuatu, au niveau de deux îles au sud du Vanuatu, qui actuellement appartiennent officiellement à la Nouvelle-Calédonie. Mais surtout, c'est un petit pays qui est aussi très peu peuplé, le Vanuatu. Alors, c'est un archipel où l'île principale, en fait, n'est même pas la plus grande, hein, celle où il y a la capitale, qui est Port-Vila. Il n'y a que deux vraies villes, Port-Vila et Luganville, et le reste, c'est vraiment une population qui est extrêmement rurale, donc disséminée dans des tout petits villages sur des centaines d'îles, et qui vit d'une manière encore très traditionnelle. Et ça, c'est aussi... alors, on dit que c'est un des pays les plus pauvres de la planète. Alors, si on regarde le PIB, c'est vrai, évidemment, ils n'ont pas Facebook, ils n'ont pas Apple. Enfin, ils ont accès, mais ils n'ont pas d'entreprise. Par contre, cette population qui est très rurale et très autosuffisante, ben, on voit qu'en ce moment, ça leur réussit puisque c'est un pays qui arrive à être autosuffisant, notamment au plan alimentaire. Et ça, c'est très bien. Parce qu'au début, que les aéroports ont été complètement fermés, il y aurait pu y avoir des problèmes à ce niveau-là. Et même en termes socio-professionnels, c'est essentiellement à Port-Vila qu'il y a des gens qui sont au chômage ou dans les quelques coins touristiques, mais sinon, les gens continuent de cultiver comme avant et ils souffrent relativement peu de la crise dans l'ensemble. C'est vraiment juste la capitale internationale qui souffre de ça. Vous avez mentionné la proximité de la Nouvelle-Calédonie, un référendum s'y est tenu le premier dimanche d'octobre, dont le résultat est le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. Est-ce que ça a aussi des conséquences? Et quelles conséquences ça peut avoir sur le Vanuatu en dehors du prolongement du conflit dont vous venez de parler?
Alors le Vanuatu regarde de très très près ce qui se passe en Calédonie, parce que c'est un petit peu une sorte de pays frère. Du temps de la colonisation, les Nouvelles Hébrides étaient plus ou moins reliées, hein, de toute façon, à la Nouvelle-Calédonie avant de prendre leur indépendance. Donc c'est un peu deux pays qui ont eu deux destins jumeaux divergents, on va dire. Donc évidemment, ça concerne beaucoup ce qui se passe au Vanuatu. Après, le Vanuatu bénéficie quand même beaucoup d'avoir la France juste à côté, à plein d'égards, parce qu'il y a des hôpitaux modernes, enfin, c'est riche, hein, la Nouvelle-Calédonie. Et le Vanuatu la regarde un petit peu avec admiration, comme un grand frère, alors que la Calédonie regarde aussi le Vanuatu comme ce pays peut-être plus authentique, plus dans ses traditions, indépendant, etc. Donc c'est vraiment une sorte de miroir entre ces deux pays. Donc là, ça a été très suivi au Vanuatu, le vote. On se doutait que ce serait le maintien en France qui l'emporterait d'une courte tête, et surtout le vote dans 2 ans qui va être qui va porter les enjeux vraiment majeurs. Et là, on voit que ça se resserre. Après, le Vanuatu est aussi un contre-exemple pour la Calédonie parce que, effectivement, c'est un pays qui est très pauvre où, par exemple, l'hôpital est complètement famélique. Et les Calédoniens ont peut-être aussi envie de garder des moyens hospitaliers et éducatifs qui sont ceux de la France et pas ceux d'un pays perdu au milieu du Pacifique. C'est si fort le contraste entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Je veux dire, c'est comme si on parlait d'un côté urbain la Nouvelle-Calédonie et rural le Vanuatu, ou c'est une comparaison idiote? Si, c'est un petit peu ça, même si la Calédonie, c'est très grand, hein. Donc il y a Oui. Nouméa et le reste. Mais Nouméa, c'est extraordinaire. C'est une ville richissime, c'est une des villes les plus chères du monde. C'est hyper équipé, hyper technologique. C'est très impressionnant. Et quand on vient du Vanuatu, c'est l'impression d'être à Séoul. Le Vanuatu, quand je dis que c'est rural, il n'y a que 3 îles où il y a des routes. Les autres îles, c'est des chemins de terre, il y a pas de véhicules. Voilà, il y a la plupart des bâtiments, sur la plupart des îles, la plupart des bâtiments sont encore en paille. Donc c'est vraiment non seulement rural, mais un rural comment dire, qui évoque plus le mésolithique que la ruralité française. Mais est-ce que les autorités du Vanuatu et la population et ce qu'il y a d'entrepreneurs au Vanuatu songent à tirer profit de cette caractéristique qui les distingue tellement, non seulement de la Nouvelle-Calédonie, en tout cas de Nouméa, mais presque du reste du monde? Alors, il y a beaucoup de familles qui sont à cheval, hein, sur les deux territoires, parce qu'ils sont proches de toute façon, qu'ils ont une histoire commune et des enjeux communs. Après, oui, il y a toutes sortes de gémellités. Alors, beaucoup de Calédoniens viennent en vacances ou ont de la famille. Les Calédoniens aiment bien aussi venir investir leur argent en Vanuatu, puisque c'est un paradis fiscal. Euh, donc, voilà, il y a vraiment des relations qui sont étroites et qui touchent vraiment tous les domaines. C'est aussi le Vanuatu qui héberge le, le cœur enfin, le bâtiment central du groupe fer de lance mélanésien, qui est un petit peu une sorte de structure qui agrège tous les partis indépendantistes et plus ou moins nationalistes de la région. Et donc, c'est un peu aussi, comment dire, une institution qui porte très fort l'indépendantisme calédonien, kanak. Euh, Évidemment, les bâtiments en question ont été financés par la Chine, Oui. qui elle aussi aimerait bien voir une Calédonie indépendante, parce que l'indépendance, c'est quelque chose de très relatif. Indépendant de la France, c'est peut-être dépendant de quelqu'un d'autre à la place. Donc voilà, il y a toutes ces relations qui sont fortes. Après, il y a aussi des gens au Vanuatu qui rêvent d'une Mélanésie unie, c'est-à-dire d'un grand pays qui contiendrait à la fois le Vanuatu, la Calédonie et les autres territoires mélanésiens, donc les îles Salomon, peut-être la Papouasie. Euh, voilà, rêver de faire une espèce de deuxième Indonésie, mais mélanésienne, et qui serait pour le coup un pays puissant et qui pourrait tenir tête beaucoup mieux à l'Australie et à la Chine, c'est aussi un rêve qui existe et qui est intéressant. Donc il y a vraiment des liens, autant chez les familles, on va dire, expatriées ou d'anciens colons, que dans les populations traditionnelles. Il y a vraiment des liens de fraternité entre ces deux pays. Vous me disiez en bavardant avant qu'on ouvre les micros qu'il y avait des initiatives écologiques qui pourraient paraître étonnantes vues de loin. Alors oui, ça c'est un autre avantage d'un tout petit pays où il n'y a que 2 villes, c'est que la politique peut être beaucoup plus réactive. Il y a beaucoup moins d'inertie en fait dans la société. Et par exemple, le Vanuatu a interdit tous les emballages plastiques non réutilisables
et vraiment du jour au lendemain. Ça s'est passé extrêmement vite. Il n'y a pas eu même de protestation majeure. Les gens se sont adaptés, il y a eu des aides. Et, et maintenant, bah, quand vous allez au marché, vous allez acheter vos mangues, vos papayes ou votre taro, je ne sais quoi, et c'est emballé dans un joli petit panier en feuilles de coco tressées. Alors ça se vendrait une fortune dans le 5e arrondissement de Paris, mais là-bas, c'est offert gratuitement avec les fruits et légumes, et ça pose aucun problème. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dans la famille des agriculteurs qui a pour mission de tresser ces petits sacs qui sont réutilisables et évidemment parfaitement biodégradables. Et c'est très très joli. Et en plus, ça évite d'avoir à importer parce que l'importation coûte cher, y compris pour des choses qui n'ont pas vraiment de valeur comme le plastique. Donc voilà, on peut espérer que Vanuatu soit un pays qui puisse donner l'exemple pour pas mal de choses. Peut-être la mise en place d'aires marines protégées aussi, les régulations de pêche, parce que les chefs coutumiers ont un pouvoir assez fort là-dessus. Ils peuvent décider de faire une aire protégée, on ne pêche plus ici, c'est terminé. Et là aussi, c'est vraiment du jour au lendemain. Donc ça, c'est intéressant parce qu'un petit pays, voilà, qui est peuplé comme à peine Dijon, et bien, du coup, c'est un gouvernement, mais qui est à la taille d'une municipalité quasiment. Et donc, il y a beaucoup plus de réactivité, même s'il ne l'utilise pas toujours autant qu'il faudrait. Vous avez l'impression qu'il y a une conscience de l'intérêt que pourrait susciter au plan international ce type de particularisme? Ben, c'est vrai que c'est très intéressant de voir un pays comme ça qui est si peu peuplé, mais qui est un pays au même titre que l'Amérique, la Russie, n'importe quoi, et dont la voix d'ailleurs compte autant à l'ONU, hein, Oui. alors qu'en fait, quand on y est, oui, c'est beaucoup moins, on va dire, c'est beaucoup plus petit que la Corse ou des choses comme ça. Ce serait à peine une municipalité pour la France, mais là, c'est un vrai gouvernement avec des ambassades, tout ça. Donc c'est bizarre de comparer, en fait, de dire que ça a la même statut de pays. Mais alors l'avantage de ce pays-là, comme il est tout petit et qu'on l'a longtemps dit très arriéré, hein, il fait partie des pays les moins avancés, ceux qui n'ont même pas le développement en vue, et ben en fait, pays les moins avancés, ben, en termes de PIB peut-être, mais n'empêche qu'il a été élu pays où les gens sont le plus heureux au monde, il y a quelques années, et le système social local est extrêmement résilient. Donc, ils ont non seulement pas eu la Covid, mais pas été touchés par la crise de 2008. Et finalement, c'est peut-être un pays qui est aussi en avance sur certaines choses et qui arrive aussi à sauter certains pas plus vite que d'autres. Par exemple, le solaire. Le solaire se développe énormément. Les téléphones portables. On fait beaucoup de choses au téléphone portable et dans les petits villages au fin fond de nulle part, tout le monde a un téléphone portable et souvent une petite plaque solaire pour le recharger. Et alors que ce sont des gens qui n'ont jamais eu l'électricité, il n'y a jamais eu de réseau électrique. Mais c'est pas grave, ça se fait de manière indépendante. Donc il y a vraiment des émergences de comportements qui sont hyper intéressantes et qui sont ce que, à la fois pour un Français, ce qu'on pourrait voir comme du passé extrêmement lointain, mais aussi du futur extrêmement innovant. Côté un peu Startup Nation du Mésolithique. Et ça, c'est très, très intéressant. Écoutez, Frédéric Ducarme, dans notre précédente conversation, vous avez attiré l'attention et sans doute fait découvrir à beaucoup d'entre nous le Vanuatu, à tel point que les réactions des auditeurs faisaient preuve d'un enthousiasme pour ce petit pays qui, sans les restrictions de voyage que nous connaissons, aurait sans doute amené quelques visiteurs de France. Là, vous n'avez fait qu'en rajouter dans ce sens, si je puis dire. En plus, vous avez ajouté les qualités de paradis écologique et de paradis fiscal au Vanuatu, ce qui ne saurait que jouer en sa faveur. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je sens, il y avait, je ne retrouve plus le nom de l'auteur de ce roman qui s'appelle Tous à Zanzibar, mais nous pourrons, c'est un roman de science-fiction très remarquable, et nous pourrons peut-être écrire maintenant un chapitre de Tous au Vanuatu. En tout cas, ce sera grâce à vous, Frédéric Ducarme. Si vous nous avez le sentiment de n'avoir rien oublié, il me reste à vous remercier et à vous dire à la prochaine occasion pour continuer à faire le tour de cet archipel. Eh bien, si j'ai pu convaincre des gens que c'est un pays très intéressant et en plus vraiment magnifique et extrêmement paisible, et si ça peut un jour permettre, quand les frontières seront rouvertes, que des touristes aillent y voir, eh ben je le recommande parce que c'est vraiment, il y a peu de pays aussi des paysans dans le monde et j'en ai quand même
traverser un certain nombre. Quand même, vous avez fait quelques réserves en nous indiquant que le vol, la délinquance avait fait son apparition d'une manière un peu plus massive qu'elle ne l'était avant. Mais enfin, si les frontières sont ouvertes, on peut dire que les causes de cette délinquance devraient s'effacer avec l'ouverture des frontières et la reprise de certains approvisionnements. Donc, merci encore et de votre collaboration au Nouvel Esprit Public. Au revoir, Frédéric. Au revoir.